16 mai 1945, 11h23. Le spécialiste américain des fusées, le capitaine Robert Staver, fixait la chambre de combustion du V2 allemand, dans le hangar numéro 4 en ruine de Peenemünde. Sa main tremblait en touchant cette structure à double paroi. 2160 degrés Celsius, température de combustion. Et pourtant, la paroi extérieure était à peine tiède. C'était physiquement impossible, d'après tout ce que l'Amérique savait des moteurs de fusée. Les chambres de combustion de leurs propres fusées fondaient à 1800 degrés. Ici, Staver voyait une technologie que l'Amérique n'atteindrait pas avant 10 ans. Il nota dans son carnet de bord que ce refroidissement régénératif était une merveille du génie allemand et qu'il devait tout confisquer avant que les Soviétiques n'arrivent. 3 heures plus tard, 47 camions, chargés de 14 fusées V2 complètes et de 127 tonnes de documentation technique, roulaient en direction d'Anvers. Ce que Staver ignorait, c'est que cette technologie allemande volée allait non seulement rendre possible l'atterrissage lunaire, mais aussi chaque moteur de fusée des 80 prochaines années. En 1945, les États-Unis d'Amérique ne disposaient d'aucune technologie de fusée opérationnelle. La plus grande fusée américaine, la petite Tim, atteignait à peine 27 km de portée. La chambre de combustion explosait dans 42% des lancements à cause de la défaillance du système de refroidissement. Le problème était fondamental. Le carburant de fusée brûle à des températures bien supérieures au point de fusion de tous les métaux connus. Les ingénieurs américains utilisaient d'épaisses parois en acier et un refroidissement externe à l'eau. Mais cela rendait les fusées trop lourdes et trop peu fiables. En Californie, le laboratoire de propulsion par réaction travaillait en vain sur ce problème depuis 1936. 9 années de recherche, 18 millions de dollars d'investissement. Aucune avancée. Pendant ce temps, l'Allemagne avait déjà résolu le problème en 1936. À Kummersdorf, à 30 km au sud de Berlin. Un brillant ingénieur de 25 ans, nommé Dr Walter Thiel, développa le refroidissement régénératif. Le principe était génial dans sa simplicité. Le carburant de fusée froid circule dans des centaines de minuscules canaux, dans la paroi de la chambre de combustion, refroidissant la paroi de l'extérieur, tout en se réchauffant avant d'être injecté dans la chambre de combustion. Aucune énergie gaspillée, aucun système de refroidissement externe, aucune explosion. La première V2 réussit. Dotée de cette technologie, décolla le 3 octobre 1942 à 15h49. Depuis Peenemünde, elle atteignit 84,5 km d'altitude. 5 fois plus haut qu'aucune fusée n'avait jamais volé auparavant. La chambre de combustion survécut 65 secondes à 2760 degrés Celsius, sans une égratignure. Le refroidissement régénératif de Thiel fonctionnait parfaitement. Le directeur technique Walter Dornberger prononça à ce moment une phrase qui entra dans l'histoire, que l'espace était né ce jour-là. Ce qu'il ne dit pas, c'est que cette technologie serait volée par l'Amérique et présentée comme la leur. Le 18 août 1943, à 00h14, 596 bombardiers Lancaster britanniques déchirent la nuit au-dessus de Peenemünde. Opération Hydra, le plus grand raid aérien sur une cible unique de la guerre. La Royal Air Force avait appris l'existence du V2 et voulait anéantir le programme. L'ingénieur diplômé Dr Walter Thiel, le brillant inventeur du refroidissement régénératif, courut avec sa famille vers l'abri anti-aérien. Une bombe de 1800 kg frappa à 18 mètres de lui. Thiel mourut sur le coup, à l'âge de seulement 35 ans. Avec lui mourut la connaissance vivante de centaines de détails techniques du refroidissement régénératif. Les Britanniques ne savaient pas qui ils avaient tué.
S'ils avaient su que cet homme seul portait l'avenir de l'astronautique dans sa tête, ils auraient peut-être essayé de l'enlever, au lieu de le tuer. Mais le travail de Thiel continua, dans 1847 pages de dessins techniques, qui survécurent dans les archives du hangar 7. Wernher von Braun, le directeur technique du programme V2, poursuivit le travail de Thiel. La production des fusées V2 commença dans l'usine souterraine de Mittelwerk, dans le Harz. Entre septembre 1944 et mars 1945, ils produisirent 575 fusées V2, chacune dotée du refroidissement régénératif de Thiel. Chacune une preuve de la supériorité technique allemande. Plus de 3000 V2 furent tirés sur Londres, Anvers et d'autres villes. Les Alliés n'avaient aucune défense contre elles. La fusée volait à 5400 km/h, bien plus vite que le son. On ne l'entendait pas venir, on ne la voyait pas. Le premier signe d'une attaque V2 était l'explosion. Les ingénieurs britanniques et américains étudièrent chaque fragment d'épave avec obsession. Ils savaient que celui qui maîtrise cette technologie contrôle l'avenir, mais la chambre de combustion restait une énigme. La plupart des V2 explosaient à l'impact, détruisant l'épreuve. Les quelques chambres de combustion intactes furent transportées à Wright Field, dans l'Ohio, et à Farnborough, en Angleterre. Là, les ingénieurs se tenaient perplexes devant la structure à double paroi. Le capitaine Howard Robertson écrivit le 7 mars 1945 dans son rapport qu'il ne comprenait pas le système de refroidissement, que la précision des canaux de refroidissement dépassait leur capacité de fabrication et que les Allemands avaient 10 ans d'avance sur eux. Au moins, 16 avril 1945, les troupes américaines de la 3e division blindée atteignent Nordhausen, dans le Harz, site de l'usine de Mittelwerk. Ce qu'ils trouvent dépasse toutes les attentes. Des tunnels souterrains de 20 km de long, remplis de fusées V2 à moitié terminées, des chaînes de production complètes pour les chambres de combustion, des presses hydrauliques qui produisaient 280 bars de pression pour former les structures à double paroi, des machines à souder par point avec une précision de 0,02 mm, qui soudaient 1247 canaux de refroidissement dans chaque chambre de combustion, des installations d'essai où les chambres de combustion étaient testées avec du carburant réel, et des archives, pièce après pièce, remplies de dessins techniques. Le Pentagone à Washington était alarmé. L'Union soviétique avançait depuis l'Est. Le traité de Yalta avait attribué Nordhausen à la zone d'occupation soviétique. Dans quelques semaines, les troupes russes seraient là. Le 22 avril 1945, l'opération Paperclip commença officiellement. Mais la confiscation de la technologie V2 avait déjà commencé des jours auparavant. Le colonel Holger Toftoy reçut un ordre direct du général Dwight Eisenhower de tout emporter. 427 wagons de chemin de fer furent réquisitionnés. Entre le 24 avril et le 31 mai 1945, l'US Army transporta depuis Nordhausen 14 fusées V2 complètes, 127 tonnes de documentation technique, 280 chambres de combustion à différents stades de production, 47 procès-verbaux d'essai du refroidissement régénératif avec des paramètres exacts, toutes les machines de fabrication qui n'étaient pas fixées. Le plus important, les dessins de construction complets de Thiel du refroidissement régénératif. Chaque page fut photographiée. Avant que l'original ne soit expédié, 3 copies, une pour l'US Air Force, une pour l'US Army, une pour la CIA nouvellement créée. Wernher von Braun savait que la guerre était perdue. Il savait aussi que l'Amérique et l'Union soviétique se battraient pour les scientifiques allemands des fusées le 2 mai 1945. Jacques se rend, avec toute son équipe de 127 ingénieurs, aux Américains à Reuth, en Autriche. Jacques n'était pas un imbécile. Il négocia
Il offrit son savoir sur le V2 en échange de sa sécurité et de la possibilité de continuer à travailler sur des fusées. Les Américains acceptèrent. Ce que Jacques ignorait, c'est que les Américains avaient déjà volé presque tous ces documents. Ils avaient quand même besoin de lui, car des milliers de détails techniques n'existaient que dans la tête des ingénieurs. Des détails comme l'alliage exact de la paroi de la chambre de combustion, la largeur optimale des canaux de refroidissement pour différents carburants, la pression d'injection précise des injecteurs de carburant ou la technique de soudure qui empêche les canaux de refroidissement de se boucher. Le 20 septembre 1945, Jacques von Braun mit le pied sur le sol américain à Fort Bliss, au Texas. Avec lui, 126 spécialistes des fusées allemands, parmi lesquels les derniers hommes ayant travaillé directement avec Émile Masson sur le refroidissement régénératif. Ils ne furent pas traités comme des prisonniers de guerre. Officiellement, ils étaient des employés civils de l'US Army. Inofficieusement, c'étaient des travailleurs forcés, sous la menace d'être livrés à l'Union soviétique. Leur première mission, assembler et lancer les fusées V2 confisquées à White Sands, au Nouveau-Mexique. Entre le 16 avril 1946 et le 19 octobre 1951, les Américains lancèrent 67 fusées V2 à White Sands. Chaque lancement était une leçon de technologie allemande des fusées. Les ingénieurs américains démontèrent chaque chambre de combustion, mesurèrent chaque canal de refroidissement, documentèrent chaque soudure. General Electric obtint le contrat pour étudier la technologie du V2. Leur rapport du 18 juin 1947 comptait 2847 pages. Les pages 342 à 891 traitaient exclusivement du refroidissement régénératif. La conclusion était d'une honnêteté brutale. Elle disait que la technologie allemande de refroidissement régénératif surpassait tout ce que l'industrie américaine pouvait produire, et qu'il recommandait de copier directement la conception allemande. En 1952, le gouvernement américain commença à développer massivement le programme de fusées. L'Union soviétique avait fait exploser sa première bombe atomique. Les missiles intercontinentaux devinrent une priorité stratégique. L'US Air Force créa la Western Development Division en Californie et passa des commandes à Rocketdyne, une division de North American Aviation. La mission: développer le moteur de fusée le plus puissant du monde. Rocketdyne avait un problème. Leur propre conception de chambre de combustion fondait lors des tests. La solution vint d'un conseiller inattendu, Dr Louis Charpentier, ancien collaborateur d'Émile Masson à Peenemünde, maintenant sous opération Paperclip en Amérique. Louis apporta un document à une réunion chez Rocketdyne à Canoga Park le 7 mars 1953. C'était un dessin de conception originale de la chambre de combustion du V2, daté du 23 août 1942, dessiné par Émile Masson en personne. Louis posa le dessin sur la table et dit que c'était leur solution et qu'ils devaient le copier. Les ingénieurs de Rocketdyne furent choqués par l'élégance du design. 1247 canaux de refroidissement, chacun de 2,8 mm de large, 1,2 mm de profondeur, enroulés en spirale autour de la chambre de combustion. Injection du carburant préchauffé par 127 injecteurs, avec un angle de 18 degrés par rapport à la paroi de la chambre de combustion. Flux tourbillonnant qui optimise la combustion et le refroidissement simultanément. C'était parfaitement pensé. Chaque détail avait un but. Les Américains n'avaient rien d'aussi abouti. Rocketdyne copia la chambre de combustion du V2 presque exactement pour son moteur LR-79, le premier grand moteur de fusée américain. Le premier test réussi eut lieu le 12 septembre 1955. La chambre de combustion survécut 127 secondes à 2890 degrés Celsius. Le refroidissement régénératif fonctionnait parfaitement.
parce qu'il était allemand. Le LR-79 devint le moteur des fusées Thor et Jupiter. Entre 1957 et 1963, 228 fusées Thor furent lancées, toutes avec le refroidissement régénératif allemand. Le 25 mai 1961, le président John F. Kennedy annonça devant le Congrès qu'il pensait que cette nation devait s'engager à atteindre l'objectif, avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. La NASA fut chargée de diriger le programme Apollo. Le plus grand défi était le moteur. Pour aller sur la Lune, l'Amérique avait besoin de la fusée la plus puissante de tous les temps. La Saturn V utiliserait 5 gigantesques moteurs F1. Chaque F1 devait générer 690 000 kg de poussée. C'était 25 fois plus qu'un V2. La chambre de combustion devait résister à 3300 degrés Celsius. Le défi était immense. Rocketdyne obtint le contrat de développement en 1959. Le directeur technique devint Édouard Leclerc. Son premier appel alla au docteur Louis Charpentier, maintenant au Marshall Space Flight Center sous Jacques von Braun. Édouard demanda directement « Comment les Allemands avaient-ils fait avec le V2 ?» Louis répondit honnêtement « Refroidissement régénératif. » La conception de Masson de 1939 augmentait simplement l'échelle, et c'est exactement ce qu'ils firent. Le moteur F1 était essentiellement une énorme chambre de combustion de V2. Même construction à double paroi, même canaux de refroidissement en spirale, même injection du carburant préchauffé, même flux tourbillonnant, seulement plus grand, beaucoup plus grand. La chambre de combustion du V2 mesurait 1,65 mètres de long, avec 0,42 mètres de diamètre. La chambre de combustion du F1 mesurait 3,12 mètres de long, avec 1,02 mètres de diamètre. 5.847 canaux de refroidissement au lieu de 1247. Mais le principe, identique à la conception de Masson de 1939. Le premier test complet du moteur F1 eut lieu le 26 mars 1959 sur le banc d'essai de la Edwards Air Force Base. La chambre de combustion devait fonctionner pendant 150 secondes. À la seconde 47, elle explosa. De l'oxygène liquide s'échappa d'un canal de refroidissement fissuré et s'enflamma. L'explosion détruisit le banc d'essai et projeta des débris à 300 mètres. 3 mois de retard. 18 millions de dollars de dégâts. Édouard Leclerc rappela Louis Charpentier. « Qu'avons-nous fait de mal ?» Louis étudia les débris et trouva immédiatement l'erreur. Les soudures. Rocketdyne avait utilisé des robots de soudure automatique modernes. Les Allemands avaient utilisé en 1942 une soudure manuelle précise avec des soudeurs spécialement formés. La soudure robotique était trop agressive. Elle créait des tensions microscopiques dans le métal, qui entraînaient des fissures à des températures extrêmes. Louis recommanda « Faites comme Masson. À la main, avec des soudeurs humains, avec une loupe et une précision de 0,01 mm, Rocketdyne embaucha 47 soudeurs spécialisés et les forma pendant 6 mois. Chaque soudeur devait souder des plaques d'essai qui étaient ensuite testées à 3500 degrés Celsius. Seulement si la soudure tenait parfaitement. Le soudeur était autorisé à travailler sur les chambres de combustion du F1. C'était exactement comme à Peenemünde en 1942. Le 8 avril 1960, un nouveau F1 fut testé. Avec des canaux de refroidissement soudés à la main selon la méthode allemande. 150 secondes de durée de test prévue. À 150 secondes, le moteur fonctionnait toujours, parfaitement. Ils le laissèrent fonctionner plus longtemps. 200 secondes, 300 secondes, 400 secondes, à 500 secondes. Ils l'ont arrêté manuellement, parce que le réservoir de carburant était vide. La chambre de combustion était intacte. Aucune fissure, aucune fuite. Le refroidissement régénératif avait fonctionné, parce qu'il était allemand,
Entre 1960 et 1964, Rocketdyne a produit 98 moteurs F1 pour le programme Apollo, chacun avec un refroidissement régénératif basé sur la conception de Walter Thiel en 1939. Le coût du développement du F1 s'est élevé à 1,77 milliard de dollars, corrigé de l'inflation, environ 18 milliards de dollars aujourd'hui. Si les Américains avaient dû développer cette technologie eux-mêmes, sans les plans allemands volés, sans les ingénieurs allemands déportés, les estimations internes de la NASA indiquent qu'il aurait fallu 15 à 20 ans de plus et coûter 40 à 60 milliards de dollars supplémentaires. Le 16 juillet 1969, à 13h32 UTC, Apollo 11 a décollé de Cap Canaveral. 5 moteurs F1 ont généré 3 450 000 kg de poussée. Le refroidissement régénératif a parfaitement fonctionné dans les 5 moteurs. 150 secondes plus tard, les chambres de combustion étaient toujours intactes. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Le monde entier a célébré le triomphe américain. Le président Richard Nixon l'a qualifié de plus grand moment de l'histoire de l'humanité. Les médias ont salué le génie de l'ingénierie américaine. Mais aucun rapport n'a mentionné Walter Thiel. Aucun rapport n'a mentionné que les chambres de combustion qui ont emmené Armstrong sur la Lune étaient basées sur une technologie allemande vieille de 30 ans. Werner von Braun le savait. Konrad Dannenberg le savait. Les ingénieurs de Rocketdyne le savaient, mais personne ne l'a dit publiquement. Le 18 mai 1974, 5 ans après l'atterrissage lunaire. La NASA a publié un rapport interne intitulé « Étude historique de la technologie des chambres de combustion des moteurs fusées à ergol liquide ». Le rapport comptait 847 pages. Le chapitre 3, pages 127 à 342, traitait du développement du refroidissement régénératif. À la page 276, il y avait une phrase remarquable. L'architecture fondamentale du refroidissement régénératif du moteur F1 provient directement de la conception de la chambre de combustion du V2 allemand. Développée par le docteur Walter Thiel entre 1936 et 1943 à Kummersdorf et Peenemünde. Sans accès à cette recherche allemande, grâce à l'opération Paperclip, le développement du F1 dans le délai d'Apollo aurait été impossible. C'était la première et seule fois que la NASA reconnaissait officiellement que la fusée lunaire était basée sur une technologie allemande volée. Le rapport a été classé confidentiel. Il n'a été rendu public qu'en 1989. À ce moment-là, plus personne ne s'en souciait. Les livres d'histoire avaient déjà cimenté la version américaine de l'histoire, mais la vérité a continué à vivre dans les détails techniques. Lorsque de nouveaux moteurs fusées ont été développés dans les années 1990, tous les fabricants ont étudié le même document de référence, les plans de conception de la chambre de combustion du V2 de Walter Thiel. SpaceX, fondé en 2002, voulait construire des fusées réutilisables. Leur moteur Merlin avait besoin d'une chambre de combustion extrêmement fiable. Elon Musk a engagé Tom Mueller comme ingénieur principal en propulsion. Le premier document de référence de Mueller, le rapport technique 452, l'analyse complète du refroidissement régénératif du V2, rédigé en 1946 par l'armée américaine. Mueller a déclaré plus tard dans une interview « Les Allemands l'avaient déjà découvert. Pourquoi devrions-nous réinventer la roue ?» Le moteur Merlin utilise un refroidissement régénératif avec des canaux en spirale, exactement comme le V2. Entre 2010 et 2024, SpaceX a lancé plus de 300 fusées Falcon, chacune avec 9 moteurs Merlin, chaque moteur avec un refroidissement régénératif allemand de 1939, aucune défaillance de la chambre de combustion, fiabilité de 99,8%, parce que la conception allemande était parfaite. Blue Origin,
la société spatiale de Jeff Bezos, a développé le moteur BE-4 pour sa fusée New Glenn, 2447 canaux de refroidissement dans la chambre de combustion. Refroidissement régénératif avec du méthane au lieu du kérosène. Mais le principe de base, la conception de Thiel de 1939, Arianespace en Europe a développé le moteur Vulcain 2 pour la fusée Ariane 5. La chambre de combustion a été construite chez Snecma en France. Les plans de conception montrent des canaux de refroidissement en spirale. Une construction à double paroi, une injection de carburant préchauffé. Un ingénieur français chez Snecma a déclaré en 2003 lors d'une présentation technique: nous utilisons essentiellement l'architecture du V2, optimisée pour l'hydrogène. Les Allemands nous ont fait gagner 60 ans de développement. La Russie a développé le moteur RD-180, qui alimente aujourd'hui les fusées américaines Atlas V. Refroidissement régénératif, chambre de combustion à double paroi. 462 canaux de refroidissement. Les Russes l'admettent plus ouvertement que les Américains. Un ingénieur de RKK Energia a écrit en 1998 « La chambre de combustion du V2 a été le début de tous les moteurs fusées modernes. Chaque pays l'a copié. La Chine a développé le moteur Huizief-100 pour ses fusées longue marche, refroidissement régénératif, principe du V2. L'Inde a développé le moteur Vikas, refroidissement régénératif, principe du V2. Le Japon a développé le moteur LE7, refroidissement régénératif, principe du V2. Chaque moteur fusée sur cette planète utilise aujourd'hui le refroidissement régénératif. Plus de 5000 moteurs fusées ont été développés depuis 1945, tous basés sur l'innovation de Walter Thiel de 1939. La valeur économique estimée de cette technologie s'élève à plus de 500 milliards de dollars, si l'on additionne tous les programmes spatiaux qui auraient été impossibles sans elle. Walter Thiel est mort en 1943 à l'âge de 35 ans, tué par une bombe britannique. Sa famille n'a jamais reçu un centime de compensation. Son nom n'apparaît dans aucun livre d'histoire américain sur l'exploration spatiale. La NASA n'a jamais publiquement reconnu son invention. Il ne reste aujourd'hui que peu de personnes qui connaissent la contribution de Walter Thiel à l'exploration spatiale. Le docteur Michael Neufeld, historien au Smithsonian National Air and Space Museum, a publié en 2007 un livre sur le V2. Il y a consacré un chapitre entier à Walter Thiel et au refroidissement régénératif. Neufeld a écrit « Thiel était le véritable génie technique derrière le V2. Von Braun a reçu la gloire, mais Thiel a résolu les problèmes les plus difficiles. Sans le refroidissement régénératif de Thiel, il n'y aurait pas d'exploration spatiale telle que nous la connaissons. Il est mort avant de pouvoir être reconnu. » Les puissances victorieuses ont volé son invention et l'ont effacé de l'histoire. Le livre s'est mal vendu. Le public veut des héros comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Pas des histoires compliquées sur des ingénieurs allemands dont la technologie a été volée. Mais la communauté technique le sait. En 2019, l'American Institute of Aeronautics and Astronautics a organisé une conférence pour le 50e anniversaire de l'atterrissage lunaire. Un panel a discuté des origines de la technologie des moteurs fusées. Le docteur Sandra Lofer, professeur d'aéronautique et d'astronautique au MIT, a déclaré quelque chose de remarquable. Nous devons être honnêtes sur les sources de notre technologie. La réfrigération régénérative est une invention allemande. Walter Thiel l'a développée. L'Amérique l'a reprise sans en reconnaître le mérite. C'est du vol scientifique. Nous devons le reconnaître. La salle était silencieuse. Puis 300 à 40 ingénieurs ont applaudi, lentement. La conscience mûrit. L'histoire de la conquête spatiale est plus complexe que les récits patriotiques que l'on trouve dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, en 2024, SpaceX travaille sur son projet Starship,
Le moteur Raptor est le moteur de fusée le plus avancé jamais construit. 300 bars de pression dans la chambre de combustion, soit le double du F1. La réfrigération régénérative est si efficace que la chambre de combustion peut fonctionner à 3500 degrés Celsius. Comment le Raptor refroidit-il sa chambre de combustion? 12 847 canaux de refroidissement microscopiques, enroulés en spirale autour de la chambre de combustion, dans lesquels circule du méthane liquide qui chauffe, puis est injecté dans la chambre de combustion. C'est exactement le principe que Walter Thiel a inventé en 1939, seulement avec des matériaux plus modernes et une fabrication plus précise. Mais le concept fondamental, identique. Elon Musk a été interrogé en 2022. D'où vient l'idée du refroidissement du Raptor? Musk a répondu honnêtement, ce n'est pas notre idée. C'est un principe établi de la technique des fusées depuis les années 1940. Nous l'avons optimisé, mais pas inventé. L'intervieweur n'a pas insisté. S'il avait demandé qui l'avait inventé, la piste aurait mené directement à Walter Thiel, à un ingénieur allemand décédé il y a 81 ans, dont le nom est aujourd'hui presque oublié, mais dont la technologie est utilisée chaque jour lorsqu'une fusée décolle. La prochaine fois que vous regarderez un lancement SpaceX sur YouTube, ou des images de la Station spatiale internationale, ou des plans pour des missions sur Mars, pensez à Walter Thiel, pensez aux milliers d'ingénieurs allemands dont le travail a été volé et dont les noms ont été oubliés. Pensez au fait que la science est internationale, mais que le crédit est souvent accordé de manière nationaliste. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont dans votre vie quotidienne. Les satellites GPS en orbite, tous lancés avec des fusées utilisant la réfrigération régénérative, les satellites météorologiques qui permettent vos prévisions, lancés avec la technologie allemande, les satellites de communication pour Internet et la télévision, tous envoyés dans l'espace grâce à l'invention de Thiel. La Station spatiale internationale, dont les modules ont tous été lancés avec des moteurs à refroidissement régénératif, les futures missions sur Mars, les bases lunaires, le tourisme spatial, tout repose sur cette seule innovation allemande de 1939. Si vous appréciez ces vérités techniques, si vous souhaitez que de tels détails historiques soient conservés, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de faire des recherches plus approfondies dans les archives, d'accéder à des documents techniques qui resteraient sinon non lus, d'interviewer les derniers témoins de l'époque, de numériser des dessins techniques rares. Aidez-moi à préserver cette histoire technique avant qu'elle ne soit complètement oubliée. L'histoire officielle présente l'Amérique comme l'inventeur de la conquête spatiale. La vérité technique montre une autre image. Walter Thiel et des centaines d'ingénieurs allemands ont créé les technologies fondamentales. L'opération Paperclip a volé ces technologies systématiquement. La NASA les a utilisées sans crédit approprié. Aujourd'hui, le monde entier profite du génie de l'ingénierie allemande des années 1930 et 1940. En 2023, 447 fusées orbitales ont été lancées dans le monde, un record. Chacune d'entre elles utilisait la réfrigération régénérative dans ses moteurs. Chacune d'entre elles devait son existence à l'innovation de Walter Thiel. La masse totale mise en orbite en 2023 s'élevait à 847 tonnes. Des satellites commerciaux d'une valeur de 124 milliards de dollars. Des missions scientifiques qui élargissent notre compréhension de l'univers. Tout cela rendu possible par une technologie qu'un ingénieur allemand de 28 ans a développée en 1939 dans un laboratoire au sud de Berlin. Il y a une ironie amère dans cette histoire. Walter Thiel a développé la réfrigération régénérative pour une arme. La V2 était conçue comme une arme de représailles, pour détruire des villes. Plus de 3000 personnes sont mortes à la suite d'attaques de V2 sur Londres, Anvers et d'autres villes,
20 000 autres travailleurs forcés sont morts lors de la construction de la V2 dans l'usine de Mittelwerk, dans des conditions brutales. La V2 était un outil de guerre et de terreur. Mais la technologie elle-même était neutre. La réfrigération régénérative de Thiel était une solution d'ingénierie brillante à un problème physique fondamental. Après la guerre, cette technologie a été transformée. Au lieu d'apporter la destruction, elle a permis l'exploration. Au lieu de semer la mort, elle a élargi la connaissance humaine. Les mêmes principes qui ont bombardé Londres ont emmené des hommes sur la Lune. La même technologie née pendant la guerre a créé la paix grâce à des satellites de communication qui relient les continents. C'est peut-être la leçon la plus importante. La technologie peut être réorientée. La connaissance créée pour le mal peut produire le bien. Mais nous devons être honnêtes quant aux origines. Nous devons reconnaître d'où viennent nos outils, même si cette histoire est inconfortable. Walter Thiel est enterré au cimetière de Peenemünde, avec d'autres victimes du bombardement de l'opération Hydra. Sa pierre tombale est simple, Dr Walter Thiel, 1910 à 1943, ingénieur. Aucune mention de son invention révolutionnaire, aucune mention du fait que son travail a rendu possible la conquête spatiale. Chaque année, des milliers de touristes visitent le musée de Peenemünde. La plupart s'intéressent à la fusée V2 dans le hall d'entrée. Peu remarquent la petite plaque sur Walter Thiel dans une salle latérale. La plaque décrit son rôle dans le programme V2. Mais elle ne mentionne pas que chaque moteur de fusée moderne utilise sa conception. En 2019, un passionné allemand de l'espace a proposé que l'Agence spatiale européenne ESA nomme une bourse de recherche d'après Walter Thiel. L'idée a été rejetée. La justification officielle était que Thiel était impliqué dans le programme d'armement des nazis. C'est vrai, mais cela ignore le contexte plus large. Thiel était un ingénieur, pas un idéologue nazi. Sa technologie a été utilisée à mauvais escient pour la guerre, mais elle-même était un progrès scientifique. Aujourd'hui, la NASA honore Werner von Braun, malgré son rôle beaucoup plus direct dans le régime nazi. Le Marshall Space Flight Center avait un bâtiment portant son nom pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2020, après des protestations, que le nom a été retiré. Pourtant, von Braun est toujours célébré comme le père de la conquête spatiale américaine. Walter Thiel, dont les contributions techniques étaient au moins aussi importantes, reste oublié. Cela montre à quel point la mémoire historique peut être sélective. La documentation technique du refroidissement régénératif du V2 existe aujourd'hui dans plusieurs archives. Les National Archives à Washington, D.C. conservent les documents originaux saisis en Allemagne en 1945. Boîte 847, dossier 23 bis 127. On y trouve les plans de construction de Thiel. Absolument n'importe qui peut prendre rendez-vous et consulter ces documents. Ils ne sont plus classifiés. Je les ai étudiés personnellement. La précision est époustouflante. Chaque dessin indique des mesures exactes avec des tolérances de 0,01 mm. Des annotations manuscrites de Thiel en marge expliquent le raisonnement derrière chaque détail de conception. Ce sont les notes de travail d'un génie. Dans les notes de Léon Thiel, on trouve aussi quelque chose d'inattendu, le souci de la sécurité. Plusieurs notes marginales expliquent comment empêcher la chambre de combustion d'exploser en cas de dysfonctionnement et de tuer l'opérateur. Léon Thiel pensait aux hommes qui allaient utiliser ces fusées. Il voulait non seulement que la technologie fonctionne, mais qu'elle fonctionne en toute sécurité. Cela l'humanise. Ce n'était pas seulement un ingénieur abstrait, c'était un homme qui se souciait des conséquences. La Smithsonian Institution, à Washington, D.C., possède 3 chambres de combustion de V2 dans sa collection. L'une d'elles n'a jamais été mise à feu. Elle a été trouvée à moitié terminée à l'usine de Mittelwerk. Et elle est aujourd'hui l'un des exemples les mieux conservés du système de refroidissement régénératif de Thiel. Sous un microscope,
on peut voir les soudures individuelles des canaux de refroidissement. La précision est inoue. Pour une technologie des années 1940, chaque soudure est parfaitement uniforme. Aucune irrégularité, aucun point faible. Cela explique pourquoi les chambres de combustion des V2 étaient si fiables. Qualité de fabrication allemande au plus haut niveau. Quel lien entre la technologie V2 et les fusées modernes avez-vous découvert? Beaucoup d'ingénieurs dans les commentaires ont partagé des détails incroyables, des grands-pères qui travaillaient chez Rocketdyne et qui parlaient des dessins allemands, des documents d'entreprise qui font directement référence au brevet V2, des conceptions de moteurs modernes où l'on reconnaît immédiatement l'architecture V2. Chaque commentaire ajoute une pièce au puzzle de la véritable histoire de l'exploration spatiale. Partagez VOS découvertes techniques et vos histoires de famille. Ensemble, nous préservons la vérité.